En 1388, Henry Wyman d'Almaine, un citoyen de York, reçut du roi d'Angleterre une lettre de naturalisation car il vivait là depuis longtemps avec femme et maison. La lettre incluait une exonération du paiement des droits de douane dus par les étrangers, ainsi qu'une licence pour acquérir et vendre des terres, et il devait également être traité et considéré comme un des véritables sujets du roi né en Angleterre et qu'il ne faisait plus partie de marchands étrangers. Ce type de formulation positive était caractéristique des lettres de naturalisation en Angleterre au Moyen Âge tardif, et une telle rhétorique institutionnelle se retrouvait dans des milliers de lettres patentes accordées aux résidents d'origine étrangère qui s'étaient installés dans diverses villes anglaises entre la fin du XIVe siècle et tout au long du XVe siècle. Pourtant, la rhétorique royale et la nature prosaïque des lettres ne reflétaient pas nécessairement les pratiques institutionnelles dans les villes médiévales et ne correspondaient pas aux opinions de la population locale des étrangers qui s'installaient dans leur quartier. Cependant, la volonté politique des autorités royales et municipales d'ouvrir la porte aux travailleurs immigrés en raison des pénuries de main-d'œuvre causées par la peste noire n'était pas toujours accueillie avec une acceptation collective de la population locale. En effet, le mécontentement face à la présence des immigrants éclatait parfois en violence physique contre les étrangers. Cette dichotomie, dont les sources, fournit un outil pratique aux historiens de la fin du Moyen Âge pour engager un débat sur le fait que l'Angleterre était soit un lieu où la xénophobie fut omniprésente à travers toutes les catégories sociales, soit un lieu où les immigrants bénéficièrent d'un degré remarquable de tolérance. Dans cette présentation, ces deux arguments seront confrontés à la documentation de plusieurs villes, ce qui permettra d'appréhender la portée et les limites réelles de la tolérance anglaise envers les immigrants à la fin du Moyen Âge. Je soutiendrai que, bien que la violence observable, aussi brutale fût-elle par moment, était extrêmement rare et ne devrait pas être utilisée pour qualifier toute la société anglaise de xénophobe. Inversement, je présenterai également l'argument selon lequel l'intégration institutionnelle, à travers les lettres de naturalisation, l'acquisition du statut de citoyen de la ville et l'adhésion aux guildes ne peuvent pas être considérées comme des indicateurs fiables d'une assimilation ou d'une intégration réussie. En effet, le processus d'intégration implique des négociations des relations sociales entre le migrant et le gouvernement, puis entre le migrant et la société locale, et enfin entre les migrants eux-mêmes. D'un point de vue administratif, l'intégration est relativement simple. Une personne est considérée comme assimilée une fois toutes les procédures bureaucratiques sont complètes, la naturalisation ou la citoyenneté étant la forme la plus élevée d'intégration car elle accorde certains droits politiques et économiques privilégiés. Socialement, cependant, le processus d'intégration, entre guillemets, devient plus complexe car le comportement des immigrants n'est qu'un facteur parmi d'autres. Leurs environnements sociaux, notamment la population locale et les coutumes locales, jouent également un rôle important. Pour les besoins de cette présentation, je vois l'intégration comme un processus dans lequel le groupe d'individus étrangers est inséré dans la communauté locale et débouchant sur le partage des valeurs communes lors de l'interaction entre les deux groupes. Intégration institutionnelle représente l'incorporation des étrangers dans les associations artisanales ou marchandes ou l'accession à la citoyenneté ou naturalité par la décision administrative et sans tenir compte de l'opinion de la population locale. Un certain nombre d'aspects de la vie des étrangers qui ont choisi de s'installer à long terme en Angleterre au Moyen Âge tardif ont fait l'objet de nombreuses études. Les travaux pionniers sur la présence des étrangers entre les XIVe et XVIe siècles réalisés par Alice Beardwood, William Cunningham et Sylvia Trapp et publiés dans la première moitié du siècle dernier ont servi de base à des enquêtes plus approfondies sur différents aspects de l'expérience des immigrants en Angleterre. Au cours des années suivantes,
les études se sont concentrées sur les activités des marchands étrangers et leur statut juridique, ainsi que sur l'exploration de la présence des immigrants dans des zones locales spécifiques. Plus récemment, l'immigration en Angleterre à la fin du Moyen Âge a suscité un intérêt particulier, notamment grâce au projet England's Immigrants et le livre là derrière moi, et autres diverses publications qui sont venues du projet en question. Le regretté Mark Ormrod et son équipe à York ont analysé une série de registres de taxes prélevées aux étrangers en Angleterre entre 1440 et 1550 et ont examiné des lettres de naturalisation, ce qui leur a permis d'établir qu'au moins 65 000 personnes ont immigré en Angleterre au cours du XVe siècle. Le projet et ses principaux résultats ont examiné les histoires de vie de divers groupes d'immigrants et de mettre en évidence leur diversité sociale, comme le lieu d'origine, le sexe et le statut, leur dispersion géographique, tout en prenant en compte les expériences provinciales et rurales, ainsi que métropolitaines, et leur contribution économique et sociale. En plus, Bart Lambert et Mark Ormrod ont également étudié le développement du premier cadre réglementaire d'Angleterre sur la nationalité, l'immigration et la naturalisation et son impact à long terme sur la loi, la politique et la culture. Cependant, en ce qui concerne la réception et l'intégration des immigrants, nous sommes confrontés à deux points de vue diamétralement opposés. D'une part, Laura Youngblood, Laura Wright, Ian Archer et Len Scales adoptent des vues plus ou moins essentialistes, affirmant que les populations immigrées et les minorités au Moyen Âge faisaient toujours l'objet de xénophobie systémique et de violences physiques. D'autre part, Mark Ormrod, Bart Lambert, Andrea Ruddick et Charlotte Berry accordent une importance excessive à l'intégration institutionnelle et à son impact sur les perceptions des étrangers. Pour ces derniers, les immigrés qui obtiennent la citoyenneté de la ville, la qualité de membre de la guilde ou même une lettre de dénisation ou de naturalisation sont automatiquement protégés car le fait d'octroi de ces privilèges enverrait un message fort aux populations locales. En effet, Mary Rubin a récemment conclu que dans de nombreuses villes européennes, l'intervention royale pour protéger les communautés immigrées pouvait pousser les natifs à s'adapter à leur présence. Cependant, les choses ne sont pas aussi simples. Et dans cette présentation, je tenterai d'équilibrer ces deux points de vue en les confrontant à l'évidence de plusieurs villes anglaises. Bien que de nombreux immigrants soient devenus sujets du roi d'Angleterre et accédé à la citoyenneté et aient obtenu un statut de membre de la guilde, cela ne signifiait certainement pas qu'ils étaient complètement acceptés par la population native. Les étrangers en Angleterre, à la fin du Moyen Âge, sont généralement reconnaissables par leur prénom et nom spécifiques, ainsi que par la mention occasionnelle de leur ethnicité dans les sources royales ou locales. L'évidence plus claire apparaît après l'effondrement de l'alliance anglo-bourguignonne en 1436, lorsque la couronne imposa des serments de fidélité aux personnes originaires des terres appartenant au duc de Bourgogne et vivant en Angleterre. Les personnes des anciens Pays-Bas devinrent une menace potentielle pour la sécurité du royaume et furent tenues soit de quitter l'Angleterre, soit de prêter un serment de fidélité à la couronne anglaise. Plus de 1500 personnes choisirent cette dernière option et reçurent des licences pour rester en paix sous l'autorité du roi et conserver leurs possessions sans interruption. De plus, pendant la même période, en raison de la guerre contre la France et du nombre de résidents nés hors du royaume, qui étaient automatiquement soupçonnés d'être potentiellement dangereux, les tensions entre la population native et les étrangers augmentèrent. L'une des mesures de guerre fut l'introduction d'une taxe de recensement direct en 1440, mieux connue sous le nom d'Alien Subsidy. Celle-ci était prélevée annuellement sur les résidents étrangers non naturalisés en Angleterre âgés de plus de 12 ans et plusieurs dizaines de listes nominales sont toujours préservées dans les archives nationales de Londres.
Le projet England's Immigrants de l'Université de York a récemment compilé une base de données des noms figurant dans ces listes. Cela nous laisse avec environ 65 000 étrangers qui ont payé la taxe des étrangers, prêté un serment de fidélité ou reçu des lettres de naturalisation entre 1350 et 1490. Bien que la majorité de ces immigrés étaient des hommes et des garçons, on comptait environ 20% des femmes. La plupart furent les originaires des anciens Pays-Bas, mais on trouve également un nombre considérable d'immigrants venant de France, des villes hanséatiques, des cités-États italiens, ainsi que d'Espagne et du Portugal. Parmi les plus nombreux se trouvaient des serviteurs, artisans et ouvriers, mais le groupe comprenait également un nombre significatif de femmes célibataires. En termes de répartition géographique, ils se sont établis partout en Angleterre, et bien que les villes aient naturellement attiré la plupart de nouveaux arrivants, il est remarquable de constater qu'une proportion importante d'étrangers a décidé de s'installer dans les zones rurales. De plus, il existe des preuves, bien que très rares, révélant également un petit mais discernable groupe de personnes non chrétiennes, principalement originaires de la péninsule ibérique, d'Afrique du Nord et de l'Est de la Méditerranée. Ces chiffres, bien sûr, sous-estiment les données réelles, car les listes des Alien Subsidies et de serments de fidélité sont détaillées uniquement pour les années 1441 et 1484 et sont presque entièrement absentes pour les décennies de 1460 et 70. Il y a aussi un biais géographique avec ces sources, donc ces documents sont mieux conservés pour certaines zones que pour d'autres, mais dans tous les cas, on est obligé de les croiser à la documentation des archives locales pour obtenir une meilleure compréhension des expériences vécues par les immigrants. Maintenant que nous avons une idée du nombre d'étrangers et de la nature de leur présence, nous pouvons nous pencher sur les interactions sociales des étrangers, tant avec des personnes de leur propre ethnie qu'avec leurs voisins anglais. Ceci englobe les relations habituellement pacifiques mises en évidence dans le milieu professionnel et dans la pratique religieuse, ainsi que des problématiques telles que les mariages mixtes et les choix de quartiers d'installation des étrangers dans certaines grandes villes. Toutefois, nous aborderons également les preuves de conflits organisés et violents entre les Anglais et les groupes d'étrangers qui, de temps en temps, furent identifiés comme des cibles de suspicion ou de haine. Adopter une vue équilibrée de cette large gamme de preuves nous permettra de mieux comprendre l'étendue et les limites réelles de la tolérance anglaise envers les étrangers. Les contacts entre les populations immigrées et locales en Angleterre étaient variés et diversifiés. De nombreux étrangers dans le pays entretenaient des relations de longue date avec des Anglais pour des raisons professionnelles et personnelles. Cependant, il arriva à plusieurs reprises que les natifs anglais et les immigrants entrent en confrontation. Et les sources disponibles suggèrent que les manifestations marquées de xénophobie ou les attaques physiques par la population locale étaient plutôt rares, et il semble qu'au cours du Moyen-Âge tardif, les communautés immigrées furent traitées avec un certain degré de tolérance. Seules quelques agitations documentées sont connues, principalement limitées à Londres et concernées en grande partie par des violences verbales et des plaintes concernant les privilèges administratifs accordés aux étrangers. Cependant, les abus et violences de la part des natifs contre les étrangers qui sont visibles rarement dans les sources pourraient avoir caché le fait qu'il existait une certaine friction. Certains débordements violents étaient tout simplement impossibles à contenir. Ce fut le cas à plusieurs reprises lorsque la violence physique organisée contre les étrangers entraînait des pertes en vie humaine. Il y a 5 événements de ce type qui sont bien documentés et que je souhaite brièvement couvrir ici. Les premières manifestations de violence contre les immigrants apparaissent seulement dans la seconde moitié du XIVe siècle. Elles commencent par des attaques préméditées contre des marchands italiens à Londres par les marchands anglais en 1357 et 1369, dont l'une a entraîné des pertes de vie.
De même, 10 ans plus tard, un marchand génois, Janus Imperial, fut assassiné par deux apprentis sous les instructions de marchands londoniens. Dans tous ces exemples, le motif sous-jacent des actes violents des natifs était de protéger leurs intérêts économiques en intimidant les étrangers. Des violences similaires, mais à une échelle beaucoup plus grande, eurent lieu en 1381 pendant la révolte des paysans, lorsque plusieurs immigrants des anciens Pays-Bas furent tués par les rebelles à Londres, ainsi que dans diverses locations dans la partie est du pays. Bien qu'il soit difficile de lier le meurtre de ce groupe spécifique des artisans flamands aux préoccupations plus générales qui inspiraient les participants à la révolte des paysans, telles que l'abolition du servage, les spécificités de la législation anglaise sur le travail et le droit de louer des terres à bas prix, le massacre des Flamands fut suffisamment important pour être documenté peu après, tant par les chroniqueurs que dans les sources administratives comme les letterbooks de Londres. Les hostilités contre les étrangers se calmèrent pendant plus d'un demi-siècle et ce n'est qu'au milieu des années 1430 que les Flamands vivant à Londres furent confrontés à une nouvelle violence. Les troubles surviennent après l'annonce de l'effondrement de l'alliance anglo-bourguignonne, entraînant des attaques éparses contre les sujets du prince bourguignon résidant dans la ville. La période des années 1450 aux années 1470 est marquée par plusieurs attaques dirigées contre des commerçants et artisans des anciens Pays-Bas ou des villes italiennes. Et la principale raison de ces attaques fut la peur de la concurrence. Le cas de violence contre les étrangers au début de la période Tudor sont peu nombreux à être documentés. Dans la matinée du 15 octobre 1493, une foule se rassembla aux portes de Steelyard, la base hanséatique à Londres. Un mois plus tôt, Henri VII avait imposé un embargo sur tout commerce direct avec les anciens Pays-Bas. Les Hanséates présents dans le pays furent invités à s'abstenir de commercer avec la Flandre, mais l'annonce officielle de leur accord fut faite très tardivement. En conséquence, certains ont pu continuer leurs affaires avec les Flamands et les Pays-Bas, créant l'impression qu'ils essayaient de tirer un avantage au détriment des compagnies marchandes de Londres. Incité à agir par l'un des serviteurs des marchands, la foule au Steelyard endommagea des entrepôts et mit le feu qui fut éteint avec l'aide des résidents flamands. La concurrence des artisans et commerçants étrangers déclencha à nouveau des troubles dans la capitale au printemps de 1517 lors d'un événement qui fut plus tard connu sous le nom de Evil May Day. Pendant 2 semaines d'émeutes, plusieurs attaques contre des étrangers eurent lieu, y compris des dommages aux maisons de marchands génois et français, ainsi que le saccage des ateliers d'artisans néerlandais. Certains historiens ont interprété ces cas d'hostilité populaire envers les étrangers en Angleterre à la fin du Moyen Âge comme le résultat du développement du sentiment national. L'émergence d'un sens plus affirmé de Englishness aurait non seulement favorisé la cohésion parmi les personnes nées dans le royaume, mais aussi supposément exclu celles venant d'ailleurs. Par exemple, dans son analyse du massacre des Flamands pendant la révolte des paysans, Eric Spindler a affirmé que le désir des rebelles de créer une communauté anglaise les rendait intuitivement et violemment opposés aux étrangers. Selon Ralph Griffiths, la société anglaise du XVe siècle était caractérisée par un patriotisme et un sentiment xénophobe instinctif. Intensifié par la défection bourguignonne et la propagande associée, ce sentiment aurait poussé les Anglais à persécuter les ennemis de la nation dans les années 1430. Pour Laura Youngblood, les attaques contre les Flamands en 1381 et lors du Evil May Day en 1517 furent le résultat d'un sentiment xénophobe permanent qui a persisté en Angleterre jusqu'à la période plus récente. Cependant, ces explications ne répondent pas à de nombreuses questions que l'on peut soulever des sources existantes.
Tout d'abord, elle ne clarifie pas pourquoi la violence contre les étrangers était limitée à des moments particuliers et pourquoi les relations amicales entre les Anglais et les résidents immigrés prédominaient la plupart du temps. Certes, des événements comme la défection de Philippe le Bon en 1435 et son attaque contre Calais en 1436 semblent avoir attisé le sentiment national et provoqué une hostilité contre ceux associés aux ennemis étrangers de l'Angleterre. Il est cependant peu clair pourquoi les hostilités beaucoup plus prononcées avec les Français pendant la guerre de Cent Ans n'ont pas eu un effet similaire. L'Angleterre comptait un grand nombre de Français vivant à l'intérieur de ses frontières au cours du Moyen Âge tardif. Pourtant, les seules instances d'agression contre les Français à cette époque sont le meurtre d'un espion breton en 1429 après qu'il ait tué à coups de bâton une femme londonienne et l'agression contre John Motis et les ouvriers de drap qu'il cachait en 1517 lorsque l'Angleterre et la France n'étaient plus réellement en guerre. De même, le contexte récurrent de guerre avec les Écossais a entraîné une surveillance supplémentaire des résidents écossais par les autorités anglaises et un certain degré de méfiance parmi les Anglais, notamment dans le Nord. Cependant, il semble que cela n'ait pas conduit à des attaques physiques de grande envergure contre les nombreux Écossais vivant dans le pays. Les récits fondés sur l'émergence de l'identité nationale ou de l'hostilité ethnique n'expliquent pas non plus pourquoi la violence contre les étrangers s'est produite presque exclusivement à Londres. En dehors des meurtres isolés de Flamands dans le Norfolk et l'Essex au moment de la révolte des paysans en 1381 et d'un marchand hanséatique à Boston sous le règne d'Édouard IV, toutes les confrontations envisagées ici se sont déroulées dans la capitale. Dans de nombreuses villes et bourgades en dehors de Londres, les rencontres violentes entre immigrants semblent même avoir été plus nombreuses que les conflits entre étrangers et anglais. Les listes d'étrangers qui ont payé la Alien Subsidy de 1440 montrent clairement que Londres abritait un nombre d'immigrants bien plus élevé que toute autre région du pays. Cependant, le projet England's Immigrants a récemment montré que les étrangers représentaient une part également importante de la population totale de Bristol ou de Southampton, si ce n'est plus. Pourquoi alors le sentiment national ou ethnique anglais n'a-t-il causé des victimes parmi les étrangers qu'à Londres? De nombreuses interprétations existantes ne prennent pas en compte les intérêts de ceux qui se cachent derrière les attaques. Mis à part l'affirmation de Monstrelet, selon laquelle ce sont les gens du peuple qui ont pourchassé les sujets du duc de Bourgogne en 1435, il n'existe aucune preuve convaincante qui permet de conclure que l'ensemble de la population anglaise, ou même une majorité, ne se soit jamais retournée contre les résidents étrangers. Le cas d'Olivier Boughton, un cordonnier néerlandais qui fut sauvé par ses voisins, suggère même que certains Anglais étaient disposés à protéger les immigrants contre ceux qui cherchaient à les harceler. Les analyses ci-dessus ont révélé que 2 groupes spécifiques étaient impliqués dans la majorité des incidents au cours de la période. Les marchands de draps et dans une moindre mesure, les autres métiers de mercerie de Londres ont joué un rôle crucial dans les confrontations dans les années 1360 ainsi que celle de 1456 et 1517. Les artisans de la capitale ont participé aux troubles de 1381-1435. Il est tout aussi important de prendre en compte les expériences passées des victimes des attaques. Dans presque tous les cas, la violence était dirigée contre des groupes nationaux spécifiques. Les marchands de draps et les autres compagnies marchandes de Londres furent principalement en conflit avec les Italiens et en 1493 avec les Hanséates. Les artisans de la capitale avaient un problème particulier avec les immigrants des anciens Pays-Bas. Ces groupes n'étaient pas ciblés en raison de leur origine étrangère italienne, allemande ou néerlandaise.
Ils étaient attaqués parce que les Italiens, et dans une moindre mesure les Hanséates, organisaient le commerce international dans la ville, notamment le commerce de la laine, et parce que les Néerlandais dominaient de nombreux métiers et industries, alors que les marchands et producteurs londoniens en pâtissaient. Ces groupes d'étrangers bénéficièrent souvent de privilèges accordés par la couronne, tandis que les commerçants et artisans locaux estimaient que les autorités ne répondaient pas adéquatement à leurs préoccupations. Bien que leur animosité puisse être nourrie de l'émergence d'un sentiment de Englishness et des stéréotypes nationaux, il n'y a aucune indication que les sentiments nationaux aient jamais agi comme un moteur principal des attaques organisées contre les étrangers. Londres, à la fin du Moyen Âge, n'était donc pas une ville caractérisée par un sentiment xénophobe. Au contraire, c'était un lieu où les marchands et les producteurs anglais luttaient contre la concurrence internationale et menaient des combats acharnés pour le contrôle politique. Le principal groupe à supporter les tensions fut la population étrangère ou, plus précisément, certains groupes d'étrangers étiquetés comme ennemis publics de la ville et du royaume. Toutes ces incohérences que je viens de lister, ainsi que l'existence de mariages mixtes, des étrangers qui deviennent membres des guildes accèdent à la citoyenneté ou à la naturalité, ont permis à Mark Ormrod, Bart Lambert, Andrea Ruddick et Jonathan Mackman de proposer une perspective différente et précieuse sur les expériences des immigrants en Angleterre au Moyen Âge tardif. Cependant, leurs arguments nécessitent également un certain équilibre. Dans son étude sur l'étendue des mariages mixtes en Angleterre à la fin du Moyen Âge, Andrea Ruddick a conclu que les mariages mixtes furent beaucoup plus fréquents que ce que l'on pourrait s'attendre et que plus la durée de séjour de l'immigrant était longue, plus il était probable qu'il ait un conjoint anglais. Il est vrai que le mariage mixte représente une mesure adéquate de l'intégration. Cependant, les mariages entre les Anglais et les immigrants nés à l'étranger restent relativement rares. À partir des dossiers fiscaux, des testaments, ainsi que des dossiers judiciaires royaux et municipaux, j'ai pu recueillir un échantillon de 1000 partenaires apparaissant comme couples mariés entre 1350 et 1450. Les sources disponibles montrent que les couples mariés où l'un des partenaires était étranger représentaient moins de 5% de tous les mariages dans l'échantillon collecté. Cela suggère, certes, que certains Français étaient considérés par les femmes anglaises comme bons à marier, mais cela ne signifie pas que c'était une occurrence régulière. En termes d'intégration administrative, plusieurs limites à l'assimilation réelle peuvent être soulignées. Bien que les lettres de naturalisation accordent aux immigrés certains droits privilégiés, cela ne signifiait pas que la population locale ou même les autorités acceptaient ces réalités. Dans de nombreux cas, les fonctionnaires royaux ou municipaux continuaient d'agir comme si le nouveau sujet de la couronne était encore un étranger. La principale raison pour laquelle les résidents étrangers devenaient dénaturalisés était pour être exemptés des taxes ou des droits de douane imposés aux étrangers. Néanmoins, nous trouvons des exemples comme celui de John Gerardson, un cordonnier néerlandais qui était même bailli de la Guilde des cordonniers de Londres. Bien que John ait prêté un serment de fidélité au roi anglais et aurait dû être exempté de payer la Alien Subsidy, les collecteurs londoniens l'ont encore taxé comme étranger à plusieurs reprises. La Alien Subsidy a été introduite en 1440 et prélevée annuellement sur tous les sujets nés à l'étranger résidant en Angleterre. En théorie, les hommes ou les femmes mariées à des Anglais étaient censés être exemptés du paiement. Cependant, dans le Rutland, 26 immigrés ont été taxés en 1440, dont la plupart étaient des Français ou des Hollandais, 15 étant notés comme ayant épousé des femmes anglaises. Dans le Hertfordshire, 57 étrangers ont été recensés en
1443, principalement originaires de France, d'Irlande et des Pays-Bas, dont 7, soit environ 12%, étaient inscrits comme mariés à des femmes d'Angleterre ou du pays de Galles. Dans ces deux régions, toutes les personnes taxées étaient des hommes étrangers. Mais le fait que ce ne soit pas une question de genre ressort des preuves provenant des taxes sur les étrangers à Londres, où nous trouvons des femmes immigrées payant ces impôts tout en étant mariées à des hommes anglais. Dans tous ces cas, les immigrants étaient injustement taxés, mais nous ne pouvons que spéculer sur le fait que l'omission des scribes et des fonctionnaires royaux fut intentionnelle. Les lettres de naturalisation ou de protection royale furent censées supprimer toute barrière juridique à la participation au commerce local ou international, mais ce ne fut pas toujours le cas. Les comptes de douane illustrent bien ce problème. Les officiers de douane furent obligés de distinguer les droits de douane payés par les étrangers ou les natifs. Par exemple, l'exportation de la laine était exonérée de droits pour les Anglais, tandis que les étrangers devaient payer 2 pence par sac. Ceux qui possédèrent des lettres de naturalisation devaient être considérés comme sujets du roi et exonérés de tout droit supplémentaire. Cependant, il arrivait encore parfois que des personnes naturalisées soient traitées comme des étrangers, même les années après avoir reçu leur naturalisation. Par exemple, Dominique Villain, un marchand lombard, Gervase de Voulereux, un marchand flamand ou un sellier de Bonn, appelé de façon pratique Rumbald de Bonn, ont tous payé des droits de douane en tant qu'étrangers des années après avoir reçu leur naturalisation. S'engager dans le commerce local ou ouvrir un atelier comme artisan fut parfois encore plus compliqué pour les étrangers. Les politiques royales en matière d'immigration ne correspondaient généralement pas aux réalités sociales et économiques locales. Il y avait une opposition claire de la part de la population locale alimentée par la peur de la concurrence. Les guildes artisanales avaient leurs propres priorités qui déterminaient l'ardeur avec laquelle elles intervenaient dans certains secteurs de l'économie urbaine. L'une de leurs préoccupations particulières fut la menace posée par les travailleurs étrangers. Certaines associations artisanales, comme celle des tailleurs ou des pelletiers de Londres, ne furent pas totalement fermées aux étrangers, mais voulaient seulement accepter ceux qui possédaient des compétences de manufacture élevées pour garantir la réputation de leur métier. Les cordonniers, en revanche, souhaitaient spécifiquement exclure les étrangers de leur métier. Dès 1395, les cordonniers de Londres ont réussi à convaincre les autorités locales que seuls les hommes citoyens anglais pouvaient exercer le métier de cordonnier et que les étrangers devaient se limiter à travailler comme cobblers, c'est-à-dire à réparer des chaussures anciennes en cuir usé. En gros, les cordonniers étrangers vivant à Londres étaient réduits à un métier moins prestigieux et restreints à la réparation de chaussures usées, même s'ils possédaient les compétences nécessaires pour fabriquer des chaussures neuves. Dans une pétition ultérieure, les cordonniers natifs justifiaient leur demande de restriction des étrangers en affirmant que les fils et les filles des honnêtes hommes citoyens de Londres ne pouvaient pas trouver d'apprentissage ni de service chez d'autres maîtres à cause de la présence des immigrants. Parfois, rappeler les origines des immigrants naturalisés était fait pour des raisons spécifiques, rappelées par les scribes. Cela se produisit lorsque des étrangers furent accusés d'activités criminelles, comme dans le cas d'un orfèvre français et de son apprenti allemand, tous deux résidant à Londres durant le dernier quart du XIVe siècle. Dans la nuit du 21 janvier 1382, quelqu'un a arraché et jeté 3 boucliers sur lesquels étaient peints les armoiries du roi et de l'empereur. Ces boucliers furent érigés en l'honneur du roi Richard II et de la reine Anne lors de leur passage à travers la ville de Londres à Westminster pour leur cérémonie de mariage.
Les jurés ont déclaré que vers minuit le lundi en question, 3 boucliers avaient été violemment arrachés, causant un grand déshonneur et un scandale pour le roi et la reine et mettant la ville en danger manifeste. Lorsque des boucliers similaires ont été repeints et réinstallés par ordre du maire le jour suivant, un certain Godescalcus de Westphal, apprenti de Jean Portier, orfèvre, a été accusé d'avoir découpé un bouclier nouvellement peint avec un couteau le même jour. Les jurés ont affirmé qu'il avait été pris avec le couteau en main avant de pouvoir achever son acte. Ils ont alors conclu que Godescalcus avait arraché et jeté les 4 boucliers la nuit précédente. Ils ont ajouté que cette conclusion fut fondée sur le fait qu'il résidait à Londres depuis plus de 10 ans et que son maître, Jean Portier, était un natif de France et né sous l'allégeance du roi de France. Donc, ils ont trouvé un parfait bouc émissaire en un étranger travaillant au service d'un autre étranger. Et la seule raison pourquoi il était accusé, c'est parce qu'ils étaient nés ailleurs. Il semble que les autorités de la ville aient voulu trouver rapidement un coupable facile à punir, juste pour faire un exemple, sans perdre trop de temps à faire une véritable enquête. Et en résumé, la présence des immigrants en Angleterre médiévale fut un aspect régulier de la vie urbaine. Les immigrants étaient impliqués dans diverses professions et interagissaient souvent avec leurs voisins anglais dans contextes variés, négociant leur intégration à la fois avec le gouvernement et la population locale. Malgré l'absence d'une politique officielle et globale contre les étrangers, les immigrants rencontraient de nombreux défis au cours de leur processus d'intégration. Ces défis allaient des barrières explicites à leur participation aux activités économiques, telles que les restrictions à l'adhésion aux guildes locales, l'imposition de taxes ou de droits plus élevés sur les exportations, ou les interdictions de recruter des apprentis. Tout cela allait au cas de violences physiques ou symboliques, y compris les plaintes aux autorités et les actes d'agression directe. Les recherches existantes ont d'une part utilisé ces exemples de violence envers les immigrants pour qualifier la société anglaise de xénophobe, tandis que d'autres ont considéré que les mesures d'intégration institutionnelle étaient suffisantes. Cette présentation a cherché à évaluer la validité et les limites de ces deux perspectives. Bien que les autorités aient facilité administrativement la vie de certains immigrants en leur accordant des lettres de naturalisation dans un cadre plus large, cela ne signifiait pas une protection totale pour les étrangers. Le processus d'intégration était parfois confronté à un rejet car les réalités sociales et économiques au niveau local différaient de celles du roi. Les autorités locales et la population avaient leurs propres objectifs en termes d'activité économique et avaient parfois tendance à ignorer les protections royales. Bien que les autorités anglaises aient accordé un soulagement administratif par le biais de la naturalisation, cela ne correspondait pas à une protection ou une acceptation dans tous les cas. Ainsi, l'expérience des immigrants en Angleterre pendant le Moyen-Âge tardif fut marquée par une interaction complexe entre les politiques officielles et les réalités locales. Bien que des mesures légales comme la naturalisation offraient un certain degré de protection, elles n'étaient pas toujours efficaces pour garantir l'acceptation sociale et économique des immigrants. Les degrés variés d'acceptation et d'hostilité reflètent un paysage nuancé où l'intégration institutionnelle ne se traduisait pas toujours par une inclusion sociétale totale. Cela souligne la nécessité de considérer à la fois les facteurs administratifs et sociaux pour comprendre l'expérience des immigrants et le contexte plus large de la tolérance et de l'intégration dans l'Angleterre médiévale.